Donc, on a voulu ce débat, ce temps d'échange très participatif. Je sais que c'est un peu à la mode, mais ce n'est pas un vain mot. Donc, l'idée, c'est que le micro va circuler. Claire est là pour vous apporter le micro, vous écouter, vous faire réagir. N'hésitez pas à intervenir parce que l'idée, c'est quand même de produire de la matière qui nous servira pour formuler des propositions. Donc, n'hésitez pas à intervenir et que la parole se libère. Donc, ce qu'on a vu dans la première partie, on a un peu compris, on a écouté avec beaucoup d'attention toutes ces 30 dernières années, cette fabrique du logement. On a évoqué le modèle rennais et on en est venu à évoquer cette loi Elan qui finalement vient secouer la profession d'architecte qui est déjà par de nombreux aspects un peu malmenée. On voit bien que, là on parle beaucoup de normalisation, on parle aussi de financiarisation de la construction. La loi Elan, on sait bien qu'elle va remettre en question la place de l'architecte. On voit bien également que le code de la commande publique est en train d'évoluer et que de nouvelles formes de marché sont en train d'émerger et de finalement... on peut dire que est-ce que l'architecte sera toujours à la manœuvre? Est-ce que l'architecte sera toujours le maître d'œuvre? C'est pas sûr. Il risque de devoir partager avec les entreprises. Donc aujourd'hui, on se demande finalement dans ce nouveau décor qui est planté, quelle place va garder l'architecte aujourd'hui? Quels sont le futur de sa profession? Il y a eu pas mal d'articles qui sont parus, des tribunes qui ont, notamment, je pense au président national de l'Ordre des architectes, qui a eu la bonne idée de dire mais arrêtons finalement, je ne vais pas dire de se plaindre, je ne vais pas dire que l'architecte est une profession où les gens se plaignent, mais ils râlent. C'est quand même un peu, c'est quand même une profession de râleurs, mais c'est une profession aussi de créatifs. Donc les créatifs, ils se réinventent. Donc l'idée, c'est de savoir, vous, architecte, où que vous en soyez dans votre carrière, ceux qui sortent de l'école, qui vont avoir besoin d'émerger, d'accéder à la commande, ceux qui sont déjà un peu plus établis, certains d'entre vous, c'est le cas pour certains d'entre vous. Comment, dans ce contexte qui est quand même un peu complexe, vous allez trouver, et vous trouvez, des nouvelles formes pour exercer l'essentiel de votre pratique, c'est-à-dire produire de la qualité architecturale, produire la ville, un cadre de vie pour tous, produire du logement de qualité. On voit par exemple à Rennes, je pense à des opérations qui sont en train de sortir. Rennes est une ville qui est en train de devenir une métropole. Elle l'est déjà depuis un moment, mais on sent qu'il y a un changement d'échelle quand même dans Rennes. Il y a de nouveaux projets qui sortent. Rennes pousse dans la hauteur. Ça ne convient peut-être pas à tous, mais on sait bien que c'est une nécessité aujourd'hui, qu'il faut répondre à l'étalement urbain, qu'il faut trouver de nouvelles formes architecturales. Et finalement, je pense à un projet notamment sur le périmètre de Guînes. Alors certains ne connaissent peut-être pas cette parcelle qui est enfin une ancienne cession, une ancienne propriété de l'État militaire et qui va accueillir du logement et notamment 3 immeubles en hauteur de 50 mètres. Et je me rappelle avoir discuté avec l'agence Amonique et Masson, que certains doivent connaître, et notamment avec Gaëlle Amonique qui me disait, pour nous, ce bâtiment, qui est en fait le premier bâtiment qui est en entrée de la ZAC, ce bâtiment, c'est un bâtiment sur lequel on va travailler une nouvelle forme. On est sur le bâtiment en hauteur. On va essayer d'adapter. Pour nous, c'est vraiment un bâtiment exemplaire qui nous permet de renouveler notre pratique. Parce que le bâtiment en hauteur d'il y a 50 ans, ce n'est pas le bâtiment en hauteur d'aujourd'hui. Il y a des nouveaux usages. On introduit des espaces partagés. On réfléchit beaucoup au socle. Enfin,
Donc pour elle, c'était aussi la chance finalement de renouveler sa pratique, d'expérimenter, d'aller toujours plus loin. Et ça, je pense que c'est une valeur que vous partagez tous, c'est qu'à partir d'une contrainte, c'est le propre de l'architecture, cette contrainte-là, c'est ce qui fait la force d'un projet, on la dépasse et elle permet de créer de nouvelles formes. Donc ce qu'on aimerait avec vous, c'est, il y a plusieurs architectes qui sont dans la salle, il y en a beaucoup, que vous preniez la parole et que vous nous décriviez, je pense par exemple, je vais donner la parole à Sarah, que je connais un petit peu, qui est une jeune architecte qui est diplômée depuis peu de temps, on peut le dire, et qui s'est intéressée finalement à, je dirais, une niche, quelque chose qui émerge dans l'architecture, mais c'est vraiment un enjeu environnemental puisqu'elle s'occupe de tout ce qui est réemploi de matériaux. Sarah, est-ce que tu peux expliquer ton parcours? Pourquoi tu t'es lancée dans cette pratique-là? Comment tu as vu ta profession? Comment tu l'envisages dans le futur? Et c'est finalement une autre forme d'exercice du métier d'architecte. C'est ça. Il marche? J'ai démarré en diplômée sortie d'école en 2010. Donc ça fait 8 ans et j'ai démarré dans les agences avec des concours où on faisait 2 mois de travail en 1 mois. Et j'ai fait un choix, je me suis dit c'est pas comme ça que je me vois exercer mon métier, à finir à minuit tous les soirs pour rendre des concours. Et donc j'ai quitté un peu le volet archi, je suis partie dans le paysage, dans l'urbanisme, avec notamment Basse Paysage. Et à partir de là, on a réfléchi plutôt aux usages et à la qualité environnementale et sociale. C'est comme ça que ça arrivait en fait. Et en mettant à mon compte en 2016, j'ai réfléchi à comment créer moi-même ma commande, mon travail, et c'était par le bouche à oreille en fait, par des rencontres avec des élus, par des rencontres avec des entreprises, avec des programmes innovants où on a pu faire des synergies d'acteurs qui n'étaient pas conventionnels. On a décloisonné un peu les champs de conception et de commande. Et comme ça, on arrive, sans passer par les concours ou par des appels d'offres de marché public, à exercer et aujourd'hui à avoir une activité qui tient. Donc oui, on travaille sur le réemploi parce que ça a une utilité sociale et environnementale. Ça permet de tisser du lien entre les gens, ça donne du sens dans la construction. Les matériaux ont une mémoire et on réduit aussi notre empreinte environnementale par le fait de réapprovisionner des projets avec des matériaux qui devaient normalement finir à la benne. Et on voit que tu as créé finalement ton activité. Ouais. Aujourd'hui, peut-être quelque chose qui était considéré comme à la marge il y a quelques années. Et aujourd'hui, on voit que Archipel Habitat, qui est l'OPH de Rennes Métropole, fait appel à tes services parce que finalement, il y a besoin d'une expérience, il y a besoin de... Tu peux peut-être décrire le projet qui est lié à l'ANRU, en fait, l'ANRU 2, sur le programme de Maurepas, je crois. C'est quartier Maurepas à Rennes, donc c'est 10 tours de logements qui vont être réhabilités sur 10 ans. Et il y a une première barre de logements qui est démolie, donc il y a plus de 40 logements à l'intérieur. Et notre rôle, ça a été de faire un diagnostic ressources, de voir tous les matériaux potentiellement réutilisables. Et on va monter une matériothèque temporaire sur le quartier pour inviter les associations de quartier, les artisans, mais également Rennes Métropole, puisqu'on cherche à les engager dans cette démarche, puisqu'ils rénovent l'espace public du quartier, en plus des tours d'Archipel. Et donc c'est comment on va tisser des liens entre les matériaux d'Archipel Habitat qui sont là, présents, pour refaire du mobilier urbain ou des aménagements d'espaces collectifs pour Archipel et pour Rennes Métropole sur le quartier. On a beaucoup parlé du concours. La loi Elan remet en question le fait de passer par le concours pour les bailleurs sociaux notamment. Est-ce que parmi vous, il y a des réactions à ce sujet-là? Comment vous envisagez le fait de ne pas plus passer par le concours pour produire du logement social? Qu'est-ce que le concours apporte finalement à la qualité architecturale? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Lionel Dunet. Non, il ne faut pas qu'il n'y ait que moi. C'est évident que le concours apporte une ouverture, une pluralité de choix et de propositions. C'est ça la grande force du concours. Après, le concours j'en parlais comme ça, un gros défaut, c'est qu'il y a une coupure. C'est peut-être certaines frustrations d'architectes, c'est qu'il y a une coupure entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pendant cette période de concours, mais sinon, c'est une ouverture d'esprit, une pluralité des choix et
et donc une pluralité de l'architecture possible. Et c'est, je pense, la grande qualité du concours, si il est ouvert. C'est-à-dire que si il y a une pluralité de possibilités de réponse d'architectes. On sait que pour les jeunes agents, c'est pas évident, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, d'accéder au concours. Comment les agences finalement peuvent se faire connaître? On voit qu'il y a par exemple à Rennes, il y a une forme de consultation qui se met en place et qui est assez efficace avec des agences, je pense par exemple à la ZAC Euro Rennes, ou des agences qui sont, on va dire, un peu matures, qui s'associent à des jeunes agences locales, ce qui permet finalement à des agences qui démarrent ou qui ont quand même un petit peu d'expérience d'accéder à la commande publique et sur des projets quand même assez importants. Est-ce que peut-être Honoré Puil, pourquoi vous avez lancé ce type de consultation? Qu'est-ce qui a été le ressort pour Eurorennes? Je pense par exemple à l'îlot Beaumont, où on a associé une agence de Rotterdam. En plus, c'est aussi un attelage agence européenne et agence locale. Qu'est-ce que ça apporte? Et quelle était la volonté de Rennes Métropole de lancer ce type de consultation? Là, c'est surtout, certes, Rennes Métropole, mais aussi et surtout la ville de Rennes qui intervient donc pour lancer ce type de concours. L'objectif, véritablement, c'était d'aller donc chercher donc des idées nouvelles, de faire en sorte qu'il y ait davantage peut-être d'émulation par rapport aux projets donc, qui pouvaient nous être présentés. On était véritablement donc dans cette démarche-là. Et l'idée au-delà de ça, c'était aussi de faire en sorte que on ait peut-être un choix, comment dire, donc plus large par rapport donc aux problématiques non seulement architecturales, mais aussi donc de logement. Enfin, moi, je suis élu donc au logement. Je réagis surtout par rapport à cette problématique de logement. Moi, ma problématique, c'est de faire en sorte qu'on puisse produire donc du logement qui soit compatible avec les ressources donc des ménages. C'est extrêmement important. J'ai échangé tout à l'heure donc avec mon ancien collègue donc Jean-Yves Chapuis. Lorsqu'on évoque certains quartiers, par exemple de Rennes, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on attribue par exemple des logements sociaux à des personnes qui sont à 70% en deçà donc, du seuil de pauvreté. Donc vous voyez bien que ça vient réinterroger quelque part aussi donc, le modèle de production donc, de logements. Et indépendamment de ça, vous avez aujourd'hui aussi une hausse des prix donc, qui continue. Et donc, lorsque vous avez à peu près 3% d'augmentation de prix en moyenne donc, chaque année donc, sur la ville, ça nous oblige, je reviens à mon propos de tout à l'heure, ça nous oblige à innover et à mettre au point donc, de nouveaux produits en prenant en compte cette dimension donc, architecturale-là. Je crois qu'il faut bien appréhender ce sujet à partir de ça et aussi à partir donc, du parcours résidentiel des ménages. Il y a quelques années, on déménageait, je crois, 7 fois dans sa vie. Aujourd'hui, je crois qu'on déménage à peu près 15 fois donc, dans une vie. Donc forcément, ça interpelle sur la manière de concevoir, d'imaginer, de proposer du logement. Monsieur Chapuis, je crois que vous voulez intervenir. C'était juste pour continuer dans ce que Honoré Puil disait et Edmond Hervé ce matin, c'est que aussi dans la ville de Rennes, on a par exemple sur l'opération des bords de Vilaine faite par Alexandre Chebetov, on avait fait un travail avec une sociologue, Monique Eleb, sur la conception des logements. On continue à faire des logements qui ne sont pas adaptés au mode de vie. Et donc, avec la maîtrise d'ouvrage, qui était la SEM Territoire, et l'urbaniste Alexandre Chebetov, on avait fait travailler Monique Eleb, et j'avais dit au promoteur, on ne signera pas les permis tant que Monique Eleb n'aura pas regardé la conception des logements. Et je pense que ça, ce sont des choses sur lesquelles les collectivités locales, au-delà des lois, on peut toujours critiquer des lois. Bon. Enfin, je rappelle quand même qu'à Nantes, quand il y a 17 organismes HLM, il fallait quand même revoir un peu les choses. Simplement, à Rennes, on est en avance sur un certain nombre de choses. Mais je pense que les élus ont la possibilité, Edmond Hervé l'a bien montré ce matin, au-delà des lois, d'avoir à la fois des convictions,
avoir des idées qui sont quand même assez simples, qui est de dire il faut que tout le monde puisse avoir le droit à la ville. Or, ce n'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, sur Maurepas, on fait de la mixité à l'envers. On réintroduit du logement pas aidé, du logement privé dans cette opération-là. Et on peut le faire aussi parce qu'on a toujours lié aussi la mixité sociale aussi avec les transports, avec l'accessibilité. Le fait qu'il y ait une deuxième ligne de métro qui passe, ça aide aussi à dire on peut aussi habiter là et ce n'est pas quelque chose qui est rejeté à l'extérieur. Et je pense que là, c'est par rapport à ces convictions-là, il y a des choses qui sont assez simples finalement. Et moi, je m'aperçois qu'aujourd'hui, en tant que consultant qui travaille du Périgord vert jusqu'à la métropole lyonnaise, je m'aperçois que bien souvent, il n'y a pas cette conviction suffisamment forte de dire on peut changer les choses bien au-delà de tout ce que les lois peuvent faire. Et c'est ça qui est, je crois, fondamental. Et la mise en place de la maîtrise d'ouvrage urbaine. Alors ça, par rapport aux écoles d'architecture. Moi, j'étais enseignant en école d'architecture. Je faisais des cours de maîtrise d'ouvrage urbaine. Mais les étudiants, ça les embête. Ils sont là pour la maîtrise d'œuvre urbaine. Jamais pour la maîtrise d'ouvrage. Comprendre comment fonctionne une collectivité locale, comment travaillent les élus, les services. Et quand je suis parti en retraite, je n'ai pas été remplacé dans cette. Pas que je suis extraordinaire, c'est pas ça le débat. Mais c'est que vous voyez, ça n'intéresse pas, ça n'intéresse pas. C'est pour ça qu'aussi, il faut que les architectes, ils arrêtent aussi. Un tout petit élément. Quand j'étais directeur de l'école d'architecture de... Attendez, oui. Quand j'étais directeur de l'école d'architecture de Bretagne, adjoint à l'urbanisme, je lui dis, au responsable enseignant du projet urbain, ce serait peut-être bien qu'à l'échange de méthodes vienne expliquer ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il me répond? Non, parce que chez Méthode n'était pas architecte. Non, ça n'existe. Voilà. Bon, je ne dis pas ça par méchanceté, mais je dis attention, pour avoir été et directeur d'école d'architecture et enseignant en école d'architecture, faisons très attention de s'ouvrir à toutes ces choses-là, parce que ce sont les débats de fond qui vont être portés, qui vont être de plus en plus importants. Je suis d'autant plus d'accord que je passe mon temps à dire aux écoles d'architecture, mais créer des écoles de maîtrise d'ouvrage. La formation d'architecte est la meilleure des bases pour devenir maître d'ouvrage. Et c'est dur, ça évolue. L'école de Rennes a quand même des liens avec un doctorat qui parle de maîtrise d'ouvrage. Mais c'est évident qu'on a le plus beau métier, la plus belle base pour devenir maîtrise d'ouvrage, qui est un merveilleux métier. Monsieur Colombier, vous voulez parler? Oui, je ne voulais pas spécialement parler, je sais pas, oui, si on m'entend. Mais je voudrais revenir sur la notion de concours. Le grand problème qu'on a, quand même, enfin moi c'est mon analyse, c'est que si on veut tuer l'architecture, on n'a qu'à continuer comme on le fait. Parce que tuer l'architecture, c'est d'abord commencer par tuer ses acteurs futurs. Or, l'accès des jeunes à la commande, c'est zéro aujourd'hui. Les malheureux, ils vont vers ce qu'on a inventé, les MAPA, qui nécessitent tout un travail, comment se présenter, dire combien on a de salariés, quel est le chiffre d'affaires, etc. Quelle est la méthode qu'on va pouvoir employer pour ce projet. Et puis au bout du compte, on sait très bien comment c'est jugé. Il n'y a pas de jury. Il y a une décision qui est la plupart du temps politique. Donc on veut tuer l'architecture, on ne s'y prendrait pas autrement. Et nous dire que le concours n'est pas nécessaire, qu'on peut se débrouiller autrement, c'est une aberration. Moi, j'ai fait 150 jurys dans ma vie, au moins, sur le territoire français, mais aussi à l'international. Il y a une perte à l'heure actuelle. Il y a d'ailleurs des demandes. Notre président a rencontré le président du Conseil des architectes d'Europe récemment, qui est autrichien, et qui lui dit il faut qu'on discute ensemble parce que le syndicat, vous avez des idées sur la question, il faut vraiment qu'on renoue. Les Suisses nous disent la même chose, les Allemands nous disent la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai que faire un concours, c'est, pour un maître d'ouvrage, avoir la possibilité d'un choix intelligent, à condition, évidemment, d'avoir un jury bien constitué. Ça, c'est... Je ne voudrais pas mettre en avant ce qu'on a fait. J'y ai travaillé pendant plusieurs mois pour ce concours qu'on organise, dont on aura les résultats aujourd'hui. C'est quand même...
c'est une aventure merveilleuse, la notion du concours. Et nous, on a fait un concours, je crois, propre ici. Hein, on a eu 350 préinscriptions, on a eu 94 inscriptions définitives et 67 projets rendus. On a constitué un jury bien, je crois, avec une parité d'ailleurs architecte et non-architecte, une parité homme-femme en plus, parce qu'on y est attaché par rapport à d'autres organisations professionnelles. Bon. Et donc, on a fait quelque chose de propre. On l'a jugé sereinement en 8 heures de temps. Hein, on a fait ce jury. 8 heures de temps. Et aucune influence. Tout était secret. Bon, c'est tout à fait possible pour n'importe quel bâtiment qui se construira en France et où l'élu, par exemple, souvent l'élu, mais le maître d'ouvrage social aussi, pourrait se poser des questions. Il dit, voilà, j'ai besoin d'un bâtiment, j'ai un terrain disponible. Faisons appel à cette notion d'interrogation de ceux qui savent faire, ou qui pourraient démontrer que ce n'est pas l'ordinaire qu'ils vont nous faire. Ils vont nous amener des idées. Bon. Ce concours qu'on a organisé, les 67 projets, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, je peux vous dire. Bon, enfin, si vous avez eu le temps de les regarder. Patrick Colombier, je me permets de vous interrompre parce que... C'est pas le sujet. Si, c'est tout à fait le sujet, mais je vais vous porter la contradiction. Non, sur cette idée de concours, parce que j'en parlais juste avant avec Lionel Dunet, je ne vais pas faire de délation, mais me disait le concours, c'est très bien, effectivement, ça permet la mise en concurrence ou une sorte d'émulation collective, de présenter plusieurs projets, il y a une égalité entre les candidats, c'est anonyme, etc. Mais en même temps, il n'y a pas forcément d'espace de dialogue avec le maître d'ouvrage et il manque, d'une certaine manière, la possibilité pour l'architecte de défendre véritablement son projet. Est-ce qu'on ne peut pas penser un nouveau type de concours? Je pensais à Christian de Porzampar qui disait le concours c'est essentiel, il faut peut-être le repenser pour créer des espaces de dialogue entre tous les acteurs du logement. Oui, mais bon, on ne va pas dévoiler tout ce qu'on est en train de réfléchir au syndicat de l'architecture, puisque c'est une suspense. nos obsessions à l'heure actuelle, justement. Mais on va même jusqu'à dire, par exemple, que dans le Code des marchés publics, pourquoi 25 000 € de rémunération de la maîtrise d'œuvre permet pour un élu de faire ce qu'il veut. Nous, on propose déjà, par exemple, de doubler la mise jusqu'à 50 000 €, c'est-à-dire avec des chantiers, disons, de 500 000, si je ne me trompe pas, euros, c'est-à-dire des petits chantiers. On peut imaginer que, du coup, ça permettrait à des maîtres d'ouvrage de faire appel à des plus jeunes. Voilà. Sarah, qui est jeune, a envie d'intervenir, je crois. Oui, mais attends, je voudrais quand même dire une chose, parce que on va profiter du fait que Yves soit là quand même, hein, qui s'est occupé de grands projets à une époque, on le sait bien. C'était des concours ouverts. Il faut rappeler quand même que nous, enfin moi j'étais jeune architecte à l'époque, j'ai fait le tête défense, j'ai fait les finances, avec Daniel Damon qui est là d'ailleurs, le ministère des Finances. Bon, on a eu le 5e prix. On était jeunes, on était couillons, mais c'était ouvert, on avait le droit de le faire. Voilà. C'est encore possible aujourd'hui? Non. Ce que vous avez connu, c'est encore possible? Non. Maintenant, c'est entre l'Europe et le Code des marchés publics, hein, qui en a pris des éléments. Il n'y a plus de concours ouverts. L'UIA, par exemple, puisque je fais partie aussi de la commission des concours internationaux de l'UIA, je vais me faire virer d'ailleurs la semaine prochaine à Athènes. Je sais que mon sort est... Bon, voilà, mais ils se vendent à de la promotion privée qui ne cherche qu'une chose, c'est avoir l'agrément UIA UNESCO sans faire de concours ouvert, sur invitation. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'esprit de l'UIA de l'époque? Tu te souviens le bonheur qu'on a eu quand on avait perdu évidemment la tête défense, mais quand on a vu le dessin de Spreckelsen, on était tous là qui avions participé à ce truc et on disait putain, fabuleux quoi. Hein, c'était ça. Pourquoi avoir rompu avec cette idée? Quand on a fait plus modestement le plan construction dont on a parlé avec Robert Lyon, etc.,
Moi, j'ai gagné le PAN, j'étais tout petit, hein, je venais d'avoir mon diplôme un an avant. Bon, d'ailleurs, c'est avec le diplôme que j'avais présenté le truc. C'était ouvert, et on a changé quand même à l'époque le monde du logement social, il faut le dire. Bon, voilà, j'ai fini. Et tu devrais dire quelque chose sur les concours ouverts, parce que tu en connais plus que moi encore. Oui, c'est vrai. C'était une forme d'engagement militant presque, parce qu'il y a une économie aussi dans le concours. Une agence ne peut pas passer son temps à répondre, à participer à des concours. Il faut trouver aussi une économie. Et d'abord, c'est de la joie. Oui, mais... Si tu n'as pas de joie, tu ne fais pas un concours ouvert. Si je peux me permettre, oui, je voudrais la répondre. joie nourrit, mais... Nourrit pas seulement. Ça remplit pas le frigo. Mais ça serait bien d'avoir des... Les concours rémunérés, je suis désolé, mais la maîtrise d'ouvrage, petit à petit, au lieu de juger, on peut juger sur une esquisse, d'accord? Pour peu qu'il y ait un bon jury. Ah non, mais je t'ai coupé la parole. Non. Oui, d'accord, oui. Je crois que ça marche, oui. Bon, je voudrais mettre un peu un pavé dans la mare, pardonnez-moi, par rapport à ces rappels du bon vieux temps. Que j'ai vécu et que je suis la première à regretter. Mais je pense quand même qu'il faut regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, que les concours non rémunérés pour les architectes, ça existe. C'est les concours conception-réalisation dans lesquels les architectes sont embarqués par des promoteurs qui eux-mêmes sont en concurrence. Et là, les architectes ne sont pas rémunérés. Et même si, par bonheur, le concours est gagné, la mission de l'architecte s'arrête trop souvent à la signature des marchés, voire même à la signature du permis de construire. Donc là, ce matin, on a eu des exposés extrêmement brillants, encourageants sur Rennes, mais qui est trop souvent mis sur la touche, d'après ce que j'ai compris dans les assemblées, pour son exemplarité. Et c'est vrai que c'est quand même une réalité très très différente dans le reste de la France. Et je suis encore architecte, je suis architecte conseil dans les Alpes-Maritimes, architecte conseil de l'État, où je crois que c'est l'opposé, l'exact opposé de la situation de Rennes, où la politique de la construction, c'est une politique du chiffre. C'est-à-dire que c'est un urbanisme au coup par coup. C'est des opérations immobilières de 300, 400, même 1000 logements. On appelle ça des macro-lots. C'est fait, il y en a même, on les appelle eux-mêmes, s'appellent macro-lots XXL. C'est les banques qui sont derrière ça. Ça se fait en pleine nature, mais ça se fait aussi en centre-ville, toujours à ces échelles-là. Et c'est quand même, me semble-t-il, une préfiguration de la façon dont la ville se construit au XXIe siècle. Et tout à l'heure, il a été fait état de la tour, de la grande hauteur, qui, effectivement, tout le monde dit « Ah oui, c'est un passage obligé aujourd'hui, c'est la solution parce que manque de foncier, nanana ». Moi, je ne suis pas certaine que ce soit ça la raison profonde. Je pense que économiquement, à la construction, c'est rentable, ça s'inscrit parfaitement dans cette politique de coûts, d'opérations immobilières avant tout rentables et à court terme, et qu'en termes de réponse pour habiter, c'est extrêmement coûteux. C'est-à-dire qu'habiter un IGH de 4e catégorie, avec le nombre d'ascenseurs qu'il faut, etc., ça exclut de fait
le logement social. Et, enfin, en tout cas, les personnes non solvables. Et ces formes-là, qui sont effectivement déclinées sur tout le territoire français, je trouve que bon, c'est les opérations en rue ou les copros dégradés qu'on cède à nos générations futures. Et je trouve que même si on y met de nouvelles formes d'habiter et tout, c'est quand même, sauf erreur de ma part, ça n'intègre pas toute une culture du logement social et les populations les plus précarisées. Voilà. S'il vous plaît, moi je voudrais qu'on revienne sur l'accès des jeunes architectes à la commande. On y était tout à l'heure. Oui. Et on a enterré un peu plus vite là, le plan construction, les projets du PAN, en disant c'est le monde ancien. Non, c'est pas le monde ancien. Je veux dire, faire un centre ressources, je veux dire, qui relancerait ces procédures-là pour de jeunes architectes et qui constituerait une banque de jeunes architectes primés pour des constructions futures, ça peut tout à fait se faire. C'est pas très cher. Yves Dauge pourrait en parler. L'organisme dont j'ai fait partie pendant de très longues années a pioché dans les ressources d'époque des gens, ne serait-ce que, je sais pas, Ripaud, Borel, Catherine Furet. Enfin, excusez-moi. Dieu sait si. Donc, l'accès des jeunes architectes à la commande, un centre ressources qui reprendrait les techniques du plan construction ou du PAN, c'est tout à fait possible, c'est pas cher et ça peut servir aux jeunes architectes. Et c'est pas le monde ancien. Oui. Et vous êtes... On voulait savoir qui vous étiez et quel organisme. Je m'appelle Michel Berthet. Pendant 35 ans, j'ai été au service construction de la régie immobilière de la ville de Paris, qui est un organisme qui comportait 40 000 logements à Paris quand j'y suis entré, qui donc comportait 65 000 aujourd'hui et dont je suis sorti il y a quelques années, et qui, à travers notamment le plan construction, le PAN, a quand même fait monter en régime une flopée de jeunes architectes. Et c'est pour ça que j'ai le regret de ces procédures-là, et je ne considère pas du tout que c'est du monde ancien. S'il y a peu de ressources, si vous voulez, c'est pas compliqué de faire quelque chose comme ça à un niveau central. Alors, bon, je ne sais pas, rattaché au ministère de la Culture ou autre, j'en sais rien. Enfin, peu importe, ça se trouve, ces techniques-là. Hein. Et refaire, je veux dire, ce point d'entrée, je vous dis, dont on s'en est nourri, nous, à la RIVP, pendant des dizaines d'années. Je veux dire, il n'y avait pas une année sans qu'on pioche pas 2 ou 3 architectes de cette manière-là. Et que c'est baissé de régime, que ça ait quasiment disparu, c'est bien regrettable. Et c'est pas pour ça que c'est pas souhaitable, et c'est pas pour ça que ça n'est pas refaisable. Dans la mesure où c'est un truc qui peut être fait au plan national et dans lequel les organismes pourraient ensuite piocher avec peut-être petite procédure restreinte, je ne sais pas, trois d'entre eux, s'il faut absolument assurer des éléments de mise en concurrence. Hein, mais c'est un moyen de débloquer, je veux dire, l'accès à la commande. Voilà, je n'en dis pas plus. Peut-être une réaction de la part des jeunes architectes justement sur cet accès à la commande publique. Oui, je voulais moi réagir sur la notion de concours où à Paris, dans des bureaux, on travaille sur des projets à Dunkerque, à Nice, à Bordeaux, à Strasbourg, sans aller sur place. Et on fait sur du Google Earth du repérage. Et en fait, ça, pour moi, ça m'a paru complètement déconnecté de la réelle commande, du besoin sur place dans le quartier, de faire émerger des nouveaux logements et des nouveaux usages autour. Et c'est pour ça qu'aussi avec le réemploi, on réfléchit à l'échelle d'intervention de l'architecte, à savoir où nous, à l'heure du bilan carbone aussi, on ne candidate pas à Nice, on ne candidate pas à Strasbourg ni à Paris en étant à Rennes. On reste dans notre périmètre et du coup, on cherche à diversifier notre activité parce que rester sur l'activité d'architecte maîtrise d'œuvre classique, on n'aurait peut-être pas assez sur Rennes. Et pour autant, si on part sur des services comme le diagnostic ressources qui n'est pas encore reconnu par l'ordre des architectes ou un service de formation, de sensibilisation, d'action avec la maîtrise d'usage également sur les terrains d'animer des espaces de création, de créer des espaces collectifs. Donc on réinvente des lieux comme
les nettoyages, vous savez, les laveries, les choses comme ça, où on arrive à tisser du lien. Et ça, en étant sur place en tant qu'architecte, je trouve qu'on redonne du sens aux choix architecturaux et aux choix paysagers qu'on n'a pas quand on fait nos concours à Paris. En 2 mois, il faut à Dunkerque, qu'on choisisse une solution pour le quartier de Petite-Sainte. On ne connaît pas Petite-Sainte, on ne sait pas qui vit là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et pourtant, on doit avoir des idées, on doit proposer des choix à la maîtrise d'ouvrage. Et juste, je terminerai sur la HMONP, notre formation qui nous habilite à exercer en tant qu'architecte, qui nous oblige à nous inscrire dans des agences d'architecture, alors que j'ai beaucoup d'amis qui cherchent à passer en maîtrise d'ouvrage la HMONP. Alors elle est acceptée dans certaines écoles, pas dans toutes, mais il y a encore un peu je dirais cette ambiguïté de savoir si on est dans une maîtrise d'ouvrage qui n'est pas inscrite à l'ordre, comment on peut avoir notre HMONP et quelle légitimité on a sur le marché. Voilà. On a un représentant de l'ordre ici, Ah oui, mais Marie Moret. j'interviens pas vraiment comme représentant de l'ordre. Non. Non, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ces sujets me paraissent très intéressants. Bien sûr, on en débat beaucoup. Mais à mon avis, il y a un problème de fond qui est préalable à toutes ces questions. C'est la rémunération des architectes. Moi, j'ai réalisé quand même que le métier d'architecte se paupérisait, on peut le dire. Et il y a des éléments très, très significatifs. Moi, ce qui m'a paru très parlant, c'est de regarder la rémunération dans nos agences, des jeunes architectes. Ici à Rennes, on est une des régions où les salaires sont les plus bas dans les agences. En gros, on va dire qu'on commence à 1600, 1800 net un salaire. Quand vous regardez ce que ça représente en heures, alors très souvent, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on ne paie pas les heures réelles. Nous, notre génération, on avait l'habitude de travailler en charrette. Maintenant, c'est plus comme ça. Et cette rémunération basse, en fonction des heures qui sont plus élevées, et quand vous comparez, par exemple, tout simplement à nos bureaux d'études, un bureau d'études, ça embauche à peu près à 2000, 2200, plutôt 2200. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème pourquoi on ne paie pas? Parce que les agences, on a du mal à payer. Et moi, je vois bien, alors là, oui, je veux bien en parler en tant que président de l'ordre régional, on voit bien les difficultés de nos agences, de tout type de structures. Et je vous parle des structures importantes, ici, on peut dire autour de 5-6 salariés, mais aussi des agences où les gens sont seuls, et des agences, des jeunes architectes. Moi, je suis en contact beaucoup avec des jeunes agences ici qui sont très bonnes, vraiment qui ont une très bonne formation, mais c'est la galère, beaucoup plus que nous. Patrick, on peut parler du vieux temps. Nous, c'était difficile, mais maintenant, c'est... Oui, mais c'est justement la base de notre réflexion. Et c'est voilà. Après tout le reste... C'est pour ça que ça m'arrive de ne pas être d'accord avec Colombier, non pas sur le fond de ce qu'il dit, mais de faire référence à 77. Le monde a changé et il faut qu'on change de paradigme, c'est ce qu'il faut dire. Et il faut qu'on repense différemment. Moi, je voulais répondre en 2 mots sur la HMOMP. Je ne suis pas du tout d'accord. Quand on est on veut être maître d'ouvrage, ça ne fait pas de mal du tout de savoir comment fonctionne une agence d'archi et comment fonctionne la maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas du tout un défaut et on n'en sera que meilleur maître d'ouvrage après. Donc la HMOMP, elle a un but, c'est d'apprendre la maîtrise d'œuvre. Eh ben, il ne faut pas lui changer son but. Ça ne peut pas être d'apprendre à la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, ça peut être un doctorat, ça peut être un diplôme post-diplôme d'archi, mais surtout, Anne-Marie, tu as un peu fait les deux. Anne-Marie était maître d'ouvrage et elle connaissait la maîtrise d'œuvre. Et ça n'avait rien de... Je peux... Oui, je voudrais intervenir, Olivier Arène, donc syndicat de l'architecture. Je voudrais renchérir là-dessus, parce qu'il y a un gros problème. Je vais donner des noms. Anne-Josée Arlot, qui a fait la promotion il y a longtemps dans les écoles des métiers de l'architecture. Ces écoles qui sont là pour former au métier de l'architecture. Le problème au milieu de tout ça, c'est qu'on en a oublié un qui est vraiment essentiel, c'est celui de maître d'œuvre. Et puis moi, je préfère mettre maître d'usage que maître d'œuvre. Et donc, il est vraiment essentiel qu'on sache ce que c'est que la maîtrise d'œuvre. Et j'avais ouvert, il vient d'être publié, vous savez, le grand, alors c'est plus les architectes, c'est les bureaux d'études, une petite phrase de Sonia Lugassi, qui n'est pas forcément ma copine, mais qui dit un truc vachement important.
Face à la tendance lourde des marchés globaux, architectes et ingénieurs doivent afficher leur union, sinon nous aurons face à nous demain une maîtrise d'œuvre d'entreprise dont l'engagement et la compétence ne sauraient être les mêmes. Je trouve ça essentiel, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se passe déjà dans la plupart des écoles, c'est les bicursus. Il y a eu de la guerre historique entre les architectes et les ingénieurs qui a vécu, et heureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, un architecte seul a beaucoup de mal à exercer, sinon ne peut pas exercer. Je pense que même dans ton activité, tu es entouré de sachants qui ne sont pas forcément architectes, et c'est cette pluridisciplinarité, 1, 2, 3, comme tu dis, qui est essentielle. Et c'est comme ça qu'il faut d'abord nourrir l'enseignement dans les écoles, et aussi que les architectes doivent se comporter dans une maîtrise d'œuvre. Bon, je vais dire juste un dernier mot, parce que moi aussi je suis très bavard. Je me suis battu, j'ai fait beaucoup de marchés publics. Malheureusement, comme tout le monde, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Toute ma vie de maître d'œuvre de marché public, j'ai cherché à faire modifier mes actes d'engagement pour qu'ils soient intitulés la maîtrise d'œuvre, dont j'étais globalement le mandataire, certes, mais plutôt le secrétaire général, plutôt que le maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, c'est toujours l'architecte, parce que c'est le bouc émissaire qui en prend plein la gueule. Or, moi, je ne me suis jamais reconnu comme un maître d'œuvre indépendant, enfin un architecte indépendant. Nous avons besoin d'une équipe d'ingénierie, et il faut vraiment qu'on entre ça. J'en viens même aujourd'hui à éviter le mot architecte. C'est pour ça que non mais sincèrement, c'est presque un mot qui fait peur, c'est ça qui est terrible. Mais en revanche, et moi je suis admiratif de cette jeune fille, et je citais tout à l'heure en aparté Julien Vincent, qui est conseiller ordinal, qui est architecte à Bordeaux avec son agence Y Architecture. Allez sur son site, vous allez avoir des petits simulateurs, puisqu'on parlait d'honoraires, des petits simulateurs pour comment expliquer des honoraires à un client particulier qui ne fait pas la différence entre des honoraires et un salaire. C'est toute cette petite démarche de grignotage du particulier, du citoyen français, qui est essentielle à mon avis pour rendre les architectes respectable. Ça, c'est mon obsession. Bloch, qui plombe notre député qui avait fait son fameux rapport pour une architecture respectée. Le problème en France, c'est pas l'architecture qui n'est pas respectée, c'est, il n'y a qu'à voir la journée, le week-end qui s'organise avec les portes ouvertes, vous allez voir, ça va encore cartonner, c'est l'architecte qui n'est pas respectable. Voilà. Et il n'est pas respectable pour plein de raisons qu'on pourra aussi développer, mais nous, il faut qu'on bosse, et on bosse au syndicat pour avoir des architectures respectables qui commencent d'abord par payer correctement leurs salariés. Hein, Yves-Marie, je pense qu'il y a des outils, ça c'est essentiel, et les outils, ils ne sont pas compliqués. Enfin, je vous fais des cours après à côté, si vous voulez. Merci beaucoup. Donc on entend effectivement une volonté de revaloriser la profession. Alors ça passe effectivement par une meilleure rémunération, ça passe aussi par retrouver du sens. Et moi, ce que j'entends beaucoup chez les jeunes architectes, c'était déjà le cas l'année dernière, c'est essayer de se reconnecter au territoire. On l'entend, c'est important de travailler sur son territoire, un territoire qu'on connaît bien. Et Hervé parlait aussi de ça en début de journée. Je voudrais peut-être parler des citoyens, tout simplement, c'est-à-dire comment l'architecte il change son image auprès de la population, comment il se reconnecte avec des usages quotidien. Et je voudrais peut-être interroger Gwenola Giquel, qui, je crois, fait beaucoup d'habitat participatif. Est-ce que ça participe, d'une certaine manière, sans la redondance, à une forme de reconnexion avec l'opinion publique, d'une certaine manière ? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis architecte à Rennes, installée depuis 10 ans. Aujourd'hui, on est 3 à l'agence. Effectivement, moi, j'ai baigné dans le logement très vite parce que la première année de mon activité, j'ai eu l'opportunité de 2 concours pour jeunes archis, 2 concours auxquels j'ai participé et que j'ai eu la chance de gagner. Donc effectivement, le logement, je suis tombée dedans. Avec des projets souvent sur la question de l'innovation et de la question des modes de vie. Donc c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Après de projet en projet avec des logements, on va dire, souvent standardisés, l'uniformisation de tous ces logements m'ont interrogée sur comment apporter une vraie qualité de vie. Parce que je suis encore assez naïve. Je suis convaincue que la qualité des usages contribue à améliorer la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est quoi ? C'est s'approprier un logement, s'y sentir bien et avoir une qualité de lien social aussi avec son entourage. Donc effectivement, l'habitat participatif est venu à moi, où moi je suis arrivée à cette méthode de travail, pas forcément par hasard. Et j'ai eu l'opportunité d'un projet très concret qu'on a inauguré le mois dernier, rue de l'Alma, avec un projet de 9 logements. Donc oui, on a dans ces projets
l'opportunité de retravailler, de repenser le plan par des typologies qui sont perturbantes, parce que moi j'ai eu des clients qui m'ont demandé des T3 de 90 mètres carrés ou des T3 de 50 mètres carrés qui ne sont pas du tout dans nos façons de faire régulières. Et il a fallu composer des envies et des besoins particuliers dans une réflexion collective. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'on amène une richesse au logement et une participation des habitants très régulière, donc l'appropriation et l'envie d'habiter. C'est ça, c'est que l'habitat participatif suscite des envies. On parlait tout à l'heure de susciter, j'ai noté susciter la demande, mais c'est aussi en suscitant l'envie et la curiosité au travers de nos projets qu'on va amener le public à aimer l'architecture. Parce qu'en fait, c'est aussi ça notre problème. Moi, je sais que j'ai cette difficulté-là en tant qu'architecte, c'est d'être capable de communiquer au public, parce que c'est le public qui va être demandeur et qui va nous aider à faire de la belle architecture, et c'est de leur communiquer à eux ce qu'est l'intérêt de l'espace, ce qu'est l'intérêt de l'architecture, et ce que ça peut amener dans une qualité de vie sociale et partagée. Et l'intérêt de l'habitat participatif, c'est qu'il y a aussi on réfléchit sur les espaces communs. Et les espaces communs, c'est autant les espaces en pied de bâtiment, l'interaction entre l'espace extérieur et l'intérieur, et les espaces communs qui sont des pièces à vivre, à partager, à accueillir. Comment on intègre aussi des fois des actions artistiques au sein du bâtiment. Là, le projet en question a été une manière d'ouvrir le projet à des actions donc, artistiques avec l'accueil d'artistes, que ce soit des plasticiens, des danseurs, etc. Et ils ont effectivement travaillé sur une programmation de salles communes permettant de pouvoir ouvrir au public au travers d'actions artistiques, je me répète un petit peu, excusez-moi, mais en tout cas, amener et susciter une envie peut-être au travers de l'art pour pouvoir parler de l'architecture. Et ça, je trouve que c'est un projet vraiment collaboratif assez réussi. Alors là, l'exemple dont je parle, c'est un projet qui a vu le jour très vite. Moi, je tiens à le dire aussi parce que l'habitat participatif, ce sont souvent des projets qui sont très longs. Là, on a réussi à le mener sur un délai équivalent à un projet de collectif standard avec un petit bémol quand même par rapport au voisinage qui avait du mal à imaginer un habitat participatif. Ça fait un peu peur, donc ça suscite énormément de dialogue et d'échanges avec les voisins. Mais à part ça, on a réussi à le mener. Je ne sais plus ce que je voulais dire entre-temps, mais effectivement, en tout cas, oui, c'est que j'avais mon public. C'est-à-dire que ce projet est né avec un groupe déjà constitué. Donc effectivement, ça a permis d'aller vite. Mais quelque part, c'est encore finalement le schéma d'habitants privilégiés. Et c'est ça, quand on parlait tout à l'heure d'essayer finalement d'ouvrir à tout le monde cette qualité d'habiter, c'est essayer de voir comment on peut mettre en place ces outils, ces méthodes qui sont toutes différentes suivant les projets participatifs. Donc à nous, avec cette expérience, de mettre en place quelques règles de jeu qui pourraient permettre et faciliter l'habitat participatif à tout le public. Et dans des délais quand même assez courts parce que sinon on les perd. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il faut vraiment les entourer, les encourager et aller avec eux jusqu'au bout. Voilà, il y a plein de sujets, voilà, je vous laisse. Je voulais juste réagir peut-être en complément par rapport à ce que vient de dire l'architecte. L'habitat participatif, effectivement, c'est une démarche donc, qui est très intéressante. Vous l'avez bien précisé. Simplement, la démarche en termes d'habitat participatif n'est pas à la hauteur d'une politique du logement, dans la mesure où nous devons effectivement quand même construire, nous, en très grande quantité. Et donc, c'est à partir de cette réflexion-là que, dans le cadre du programme local de l'habitat, qui est en œuvre à l'heure actuelle sur le territoire de la métropole, nous avons essayé d'inventer quelque chose que nous avons appelé, alors c'est pas très joli, mais l'habitat concertatif. Alors l'habitat concertatif, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, vous avez un certain nombre de ménages qui accèdent donc à la propriété, dans le cadre de l'accession sociale donc, à la propriété. Et donc ce que nous avons entendu faire, c'était d'inciter donc nos bailleurs sociaux, nos coopératives qui réalisent donc cette production en accession sociale à la propriété. Nous avons entendu faire en sorte qu'ils prennent en compte justement les besoins donc, des ménages
Et comme nous connaissons très en amont les noms des personnes qui vont accéder à ces logements, ces personnes peuvent être intégrées aussi à la conception d'usage de leur logement. Et là, ça concerne quand même à peu près 500 à 600 logements et accédants chaque année. Donc c'est une autre démarche, mais elle prend en compte aussi, puisque le sujet c'est le citoyen, elle prend en compte les besoins du citoyen. Quand on écoutait tout à l'heure le témoignage de Gwenola, tu évoquais la question de l'image de l'architecte, de la communication autour de l'image de l'architecte. On sent que ce métier a changé, mais que dans l'esprit des gens, en fait, cette image d'architecte un peu... on a du mal à aller vers l'architecte. On le voit dans la maison individuelle. Il y a peu de gens, c'est toujours le projet qui n'est pas pour moi, l'architecte va me faire aller là où je ne veux pas aller. Enfin, il y a plein d'a priori. Et moi, je me demandais, monsieur Texier, qui est historien de l'architecture et qu'on n'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent, on a l'impression que cette image, finalement, l'architecte change, mais son image ne change pas forcément. Comment vous percevez, vous, ce changement dans la profession à travers, finalement, les dernières années, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'architecte partage aussi ses prérogatives avec une multiplicité d'acteurs. Et comment ça se fait que son métier change, mais finalement, quelque part, pas dans la tête des gens, en fait, la population? Alors, en effet, ça, c'est une question à laquelle j'aurais beaucoup de mal à répondre, parce que l'évolution de l'image de l'architecte, c'est un grand sujet, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait trouvé son historien. En tout cas, moi, je me suis intéressé de relativement longue date à l'histoire du logement, et notamment dans une ville qui est Paris, en travaillant sur les années 50. Et puis, plus récemment, pour une chronologie sur la question des solutions à trouver pour remédier à la crise du logement à Paris. Et quand on regarde cette histoire du logement dans une métropole, enfin dans une capitale en l'occurrence, on voit bien que la place de l'architecte, elle n'est pas toujours centrale, depuis très longtemps. Donc je pense qu'il faut quand même relativiser un certain nombre de phénomènes qui se passent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer la loi Elan si elle ne fait pas la place, une place suffisante aux architectes, mais on peut rappeler juste que le Paris haussmannien, aucun architecte, je pense aucun parmi vous ne pourrait me citer l'un des architectes du Paris haussmannien si on enlève le Palais Garnier, quelques églises ou théâtres. Bravo. Il y a des érudits parmi nous. Non mais, et encore, je crois que Mathurin Moreau, c'est un peu après. Mais ce que je veux dire, c'est que on a fait des grandes œuvres urbaines sans que l'architecte soit au premier plan. C'est-à-dire que dans le Paris haussmannien, ça vous en conviendrez, l'architecte ne signe pas nécessairement son immeuble. À partir des années 70, il commence à signer, mais si vous trouvez un immeuble daté des années 1830-40, vous ne le trouverez pas. Il y en a un boulevard Beaumarchais, mais c'est extrêmement rare. Donc la question de la signature de l'architecte, ça, on peut en faire l'histoire, parce que dans les rues de Paris, enfin, même si c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de législation sur ça au XIXe siècle. En tout cas, la figure de l'architecte, elle n'est pas toujours au centre des grandes politiques du logement. Après Haussmann, on se soucie d'hygiénisme, ce sont les philanthropes, ce sont des ingénieurs, des économistes, des juristes qui alertent sur les conditions très pénibles du logement ouvrier, sur l'absence totale de logement ouvrier. Et les architectes vont évidemment s'associer à cette réflexion, mais n'ont pas toujours été en première ligne. Dans les années 50, c'est vrai que, parce qu'on a beaucoup parlé de la difficulté à gérer ce patrimoine des années 50 ou 70 que vous avez ici sous les yeux, on a parlé d'Aretsch tout à l'heure, et aussi Mayol ici. Il y a des grandes figures de l'architecture de l'après-guerre qui ont apporté des solutions, mais toujours, et parfois même avec des difficultés à faire reconnaître leur travail. Si on prend la SIC, la filiale de la Caisse des dépôts, elle a quand même mis les architectes pendant très longtemps à l'écart,
s'accaparant un certain nombre des grands acteurs de la profession, pas forcément les plus talentueux, pas les plus mauvais non plus, parce que des gens comme André Coulon étaient très très bons architectes, mais la Caisse des dépôts a fait en sorte que ces architectes n'aient pas une latitude trop importante et construisent rapidement en adoptant le chemin de grue, etc. Bon, donc il y a des moments, je pense que après la période du logement de masse issu de la loi Courant et puis des grands programmes de la Ve République, les architectes ont quand même relevé la tête et le niveau avec la génération de René Guéloustet, pour une fois aussi des architectes femmes qui émergeaient dans le débat sur le logement. Il y a eu toute une génération qui a quand même participé très activement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, mais c'est tout à fait intéressant. C'était plus intéressant que de répondre à ma question. C'est un sujet qui pourrait mériter des heures et des journées de débat. En tout cas, la place de l'architecte est toujours discutée. Elle est discutée aujourd'hui. C'est bien. Après le pari haussmannien, justement, les architectes ont levé le petit doigt en disant « et nous, on voudrait aussi exister ». Et c'est le pari de 1900, où là, l'architecte, le sculpteur, tous sont bien présents sur la signature. On invente le concours des façades de la ville de Paris pour justement mettre en valeur l'architecte. Et là, le logement acquiert vraiment une place dans la ville et dans la société à travers la signature, à travers la singularisation de certains immeubles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on retient du parc de logement parisien le moment 1900 ou bien le pari haussmannien? On ne cesse de glorifier Haussmann. Et ça dépend qui. Ça dépend qui en parle. Tout à fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que le métier d'architecte doit être toujours en défense par rapport à un système économique qui prend le dessus à chaque moment et qui voudrait simplifier la vie, mais en la disqualifiant la qualité de vie des gens. Parce que le pari haussmannien, il est peut-être intéressant pour l'étranger qui vient visiter Paris. Il n'a pas été habité de façon toujours confortable par tout le monde. Donc on est bien dans un sujet entre notre métier qui doit se battre à tout moment. C'est pour ça qu'on monte des syndicats d'ailleurs. Et qu'on essaye d'en avoir, d'être nombreux à défendre ce métier-là. Mais c'est vraiment intéressant ce que vous venez de raconter, parce qu'on est dans une période où on peut encore défendre l'idée qu'un architecte apporte un plus dans la capacité de répondre à la demande et aux besoins des habitants. Donc moi je trouve que c'est un bon témoignage sur l'histoire c'est plus l'histoire de la ville, c'est l'histoire de l'architecture, et ça c'est intéressant. Oui, je rajouterais juste que le combat des architectes pour leur existence, on peut en faire une histoire une chronique peut-être un peu dramatique, mais ça vous consolera peut-être de voir que l'histoire est longue et extrêmement chargée. Contre l'entrepreneur, dans les années 1890-1920, pour la question de la maison, pour le monopole des entrepreneurs ou ce qu'on appelait les mercantis de l'habitation dans les années 20, c'était tous ceux qui faisaient ces fameux lotissements sur lesquels ensuite allaient baver Le Corbusier et les modernes. Donc contre l'entrepreneur, puis contre l'ingénieur, d'où le débat sur la nécessité d'un ordre dans les années 30 qui arrive pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on voit bien, toute la génération des années 20, 30, 40, elle réfléchit aussi beaucoup déjà à la question des honoraires, qui est un débat. Moi, j'ai travaillé sur Pingusson, Georges-Henri Pingusson, que certains d'entre vous ont connu. Pingusson, toute cette génération-là, et même avant lui, Rouge-Pitz, Perret, les grands de l'entre-deux-guerres, militaient chacun à leur manière, et chacun dans des corporations différentes. Il y avait la Société des architectes modernes, fondée notamment par Guimard, par Sauvage en 1925. Tous ces gens-là militaient aussi pour que les honoraires des architectes soient à la hauteur de leur travail. Donc la question, là encore, n'est pas nouvelle. En fait, on se rend compte que c'est quelque chose de cyclique. Oui, la place de l'architecte,
C'est totalement cyclique et quand on avait préparé un petit peu le débat avec Patrick, on revenait aux années 50 où on voit bien qu'il y a un retour en arrière aujourd'hui, c'est d'ailleurs dénoncé par Denis Lassus, sur la place des entreprises et des grands groupes, chose qui a existé après la guerre dans les années 50-60 avec des gros programmes. Donc la question aussi, c'est intéressant votre regard, parce que c'est le regard de l'historien, c'est comment pouvoir tirer du passé finalement des leçons pour ne pas retomber dans les mêmes travers. On veut produire, je reviens à la loi Elan, produire plus, produire moins cher, mais produire de qualité. Comment on peut quand même rester dans la qualité architecturale, ce qui est quand même le propre de ce que défend l'architecte. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que de ce que j'entends dire sur la loi Elan, beaucoup d'entre vous, de la profession, ont le sentiment qu'on va revenir à cette politique du chiffre, de l'économie à tout prix. Alors, justement, peut-être qu'il faudrait, là encore, tempérer la comparaison. La situation en 1950 n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et cette politique statistique, on a développé en 1953, enfin à partir de 1953, une véritable approche statistique du logement. Mais les statistiques, précisément, on les accumulait depuis la fin du 19e et elles étaient effrayantes, sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore du mal logement, il y a encore de l'insalubrité. Il n'y a pas dans Paris, pour prendre l'exemple d'une ville, alors c'est vrai que aujourd'hui le problème s'est déplacé, mais il n'y a plus dans Paris que quelques centaines de logements ou quelques dizaines de logements insalubres. En 1950, il y avait 100 000 logements insalubres ou sans électricité, sans toilettes, sans eau courante. Donc l'importance du diagnostic, enfin la gravité du diagnostic au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui est une sorte de pic, où on voit même des cas de maladies qu'on pensait totalement éradiquer revenir. Il y a une situation qui est d'une urgence absolue. Et ça explique aussi en grande partie les choix un peu radicaux qui ont été faits en matière de rénovation urbaine. On n'y est pas allé. Et heureusement, les choses se sont inversées avec les rénovations dites douces. Et justement, je vantais à Patrick Colombier la cité Beauharnais, qui est un peu un endroit où je passe très souvent, et toujours avec le même plaisir. Ça a été un exemple de ces rénovations, où les hautes formes de Port-Zampar. Évidemment qu'on a changé de modèle de rénovation, mais parce que les besoins, malgré tout, étaient un petit peu moindres en 1970, et aujourd'hui, ils le sont quand même statistiquement. Et honnêtement, je pense qu'il faut admettre que la situation du logement en France a énormément progressé, et que la gravité de la situation de 1950, il faut la revoir. Il faut voir l'état des rues des villes de France en 1950. Oui, je voulais prendre un exemple sur l'architecture, sur Saintré, qui est une commune donc, de l'agglomération rennaise en deuxième couronne. Et là aussi, la volonté politique, je crois, elle peut aussi aider. Et je pense que, Laurence, il faut être dans le positif. Dans cette ZAC, qui est pourtant une ZAC privée, avec Next City, c'est la Rennes Métropole, avec le maire, donc, qui a fait le concours d'urbanisme et choisir. Next City était présent dans le jury, mais c'est nous qui avons choisi. Avec donc le soutien de la métropole par rapport à ce promoteur aménageur. Et donc le maire s'est appuyé là-dessus. Et l'équipe qui a été choisie, dans la partie des lots libres, on a demandé à l'urbaniste de discuter avec les gens, donc de les recevoir. Donc il était payé pour ça, pour montrer que prenant un architecte, ce n'était pas nécessairement plus cher qu'un maître d'œuvre qui arrive avec des maisons toutes faites et qui, avec ses frais de gestion, de commercialisation, tout ça, les vendait plus cher. Et donc, là aussi, on peut très très bien, en tant que responsable politique, avec les professionnels, aller jusqu'au bout. Et là, c'est très concret, là, c'est très concret. C'est-à-dire que les gens, à ce moment-là, ils ont discuté avec un architecte sur leur conception de vie, et donc il l'a construit, etc. Et ils ont montré qu'on pouvait avoir à la fois quelque chose de singulier, de personnel, et que ce n'était pas plus cher. Mais là, on a donné une mission particulière. Donc là aussi, c'est pour ça que j'insiste. Si on veut faire bouger les choses, je pense qu'on a les possibilités,
même si on est dans un contexte qui est celui que l'on connaît, quoi. Donc là, encore une fois, je pense que c'est l'exemple rennais. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'exemple rennais? C'est cette volonté, c'est cette conviction, et puis c'est aimer les gens. Peut-être pour revenir sur cette comparaison avec les années 50 et deux crises du logement qu'on nous décrit, on peut se dire aussi que très simplement aujourd'hui, la situation du foncier est quand même largement différente. C'est-à-dire peut-être qu'à l'époque, on avait de larges espaces, de larges territoires pour construire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a peut-être une carte à jouer dans la réhabilitation. Et là, je ne sais pas, après, très spontanément, je me dis que le besoin d'architecture, il est peut-être encore plus fort quand on rénove, parce qu'il s'agit de penser des espaces, des usages. Est-ce que là, vous ne pensez pas qu'il y a une carte à jouer plutôt que, en complémentarité avec la simple question du bâti? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je suis toute seule dans ce... Je voulais réagir sur deux sujets. Sur le premier sujet, c'est sur l'image de l'architecte. Parce que tout le monde se plaint en disant que l'architecte a une image épouvantable, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais autant eu de candidats pour les écoles d'architecture que depuis une dizaine d'années. À tel point qu'ils sont obligés de faire des concours maintenant d'entrée, déguisés, parce qu'ils n'ont pas le droit, et de façon à sélectionner les meilleurs, etc. À tel point aussi qu'il n'y a jamais eu autant de revues grand public qui parlent d'architecture. Et alors qu'avant, il n'y en avait pas. Il y avait des revues de décorateurs. Si, elle parle aussi d'architecture et de maisons d'architectes, et elle montre des choses qui ne sont pas seulement les grandes architectures publiques. Je suis désolé, c'est quand même un phénomène. Et je mets le parallèle là-dessus avec la montée en puissance du sentiment du patrimoine qui a émergé en France, à l'époque un peu avant Jacques Land et avec Jacques Land notamment, dans lequel en fait il se passait d'un seul coup une prise de conscience qu'il y avait quelque chose à sauver. Et je pense qu'actuellement, on est dans une phase comme ça, sauf qu'elle est évidemment confrontée à un problème politique et économique bien plus difficile à gérer, parce que là, c'est le portefeuille de chacun qui est en cause. Alors qu'avant, c'était uniquement le portefeuille public, dans la matière du patrimoine. Et quand on voit actuellement la remontée avec les histoires de Stéphane Bern pour essayer de faire reprendre conscience que le patrimoine reste important, en fait, on est dans le sujet que vous venez d'évoquer, de la réhabilitation de l'ancien, de façon à le donner à un nouvel usage, à pouvoir l'habiter correctement, à pouvoir lui donner, et pas simplement dire j'ai un truc ancien, je ne sais plus quoi en faire, et comme faisaient beaucoup de maires, eh ben on va faire un équipement culturel. Hein, ça a été une mode. Monsieur Doge doit s'en souvenir, le nombre d'élus qui venaient passer leur temps au ministère de la Culture pour demander de l'argent pour faire un équipement culturel, mais qui n'avait pas de programme, en fait, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on va faire du culturel. Donc voilà, je pense qu'il faut être optimiste sur la notion de prise de conscience du besoin de l'architecture en France, même si c'est long et c'est un combat de tous les jours qu'il faut renouveler. Pardon, il y a quand même une forte marge de progression dans la maison individuelle, notamment quand on voit... Mais c'est quand même significatif, non? Ce frein, pourquoi en France et pourquoi... Alors vous allez me parler des seuils, etc. Mais... La maison individuelle, c'est une manie pour les Français, parce qu'on se tue à leur dire... Les politiques en tête, d'ailleurs, bien souvent, qu'ils ont envie de ça. Comme Pompidou disait pour la bagnole, les Français aiment la bagnole. C'est pareil. C'est à force de leur rassasser les trucs, ils sont persuadés que c'est la meilleure façon d'habiter. Et il faut dire que pendant longtemps aussi, la promotion immobilière, y compris dans le public de HLM, ne donnait pas vraiment envie d'habiter parce qu'ils ne donnaient pas d'espace extérieur aux gens. Il y a quand même besoin d'avoir un contact avec l'extérieur. Et d'ailleurs, là-dessus, il faut sérieusement revoir les normes de construction et arrêter d'avoir envie de faire des bouteilles thermos. Les gens, quand il fait beau, ils ont envie d'ouvrir les fenêtres. Moi, je voulais réagir sur... De manière anonyme, j'ai discuté avec un agent immobilier sur une maison individuelle et il ne savait pas que j'étais architecte. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous travaillez avec quel architecte quand vous proposez des rénovations de logements à vos clients? Enfin, non, on ne travaille pas avec un architecte, ça fait peur. Donc quand vous disiez, ça fait presque peur, non, on me l'a dit, ça fait peur. Et je suis jeune, je démarre et j'aimerais bien comprendre quel héritage on a en fait pour qu'aujourd'hui, notre métier, on fasse peur. J'essaye d'être sur le terrain, d'être sociale, d'être souriante, mais pourquoi j'ai cette casquette au-dessus de moi et sur mes épaules? L'architecte, vous faites peur. Alors, c'est très bien, ta question est parfaite. Parce que je voulais être vraiment iconoclaste. On se pose la question du concours, on se pose la question de la perception de l'architecte. Il faut balayer devant notre porte. Moi, j'ai un quartier qui a certaines qualités, mais qui a quand même énormément de défauts, c'est Batignolles à Paris, c'est-à-dire le bâtiment de l'architecture. Le revers de cette médaille du concours, c'est quand même, aujourd'hui, parce qu'il est organisé d'une certaine façon,
c'est la course à l'image, la course au truc qui décoiffe, la course à surtout faire différent du voisin, et là on peut reparler d'Haussmann au besoin, voilà. Et ça, on le paye aujourd'hui, on le paye terriblement. Et derrière ça, en plus, des logements qui n'ont pas toujours l'usage qu'on attend d'eux. D'où ce rejet, tout simplement. Et on est à Rennes aujourd'hui. Moi, j'ai participé une fois à un concours, mais je suis venu plusieurs fois voir les élus, etc. Je trouve que Rennes, effectivement, est très innovant en la matière, puisqu'ils font des concours, mais pas forcément d'architecture. C'est-à-dire que c'est plus long. D'ailleurs, ils y passent beaucoup plus de temps. Ça leur coûte sans doute aussi plus d'argent. Mais c'est des concours méthodologiques. C'est-à-dire que d'abord, une vie, un projet, c'est 2 à 10 ans quand on fait des marchés publics de cohabitation entre des élus, un architecte, un maître d'ouvrage et puis tous les acteurs. Donc c'est très long. Et si on ne peut pas se piffer dès le 3e mois parce que l'architecte a fait n'importe quoi dans le concours, mais que l'élu, parce que l'image était belle, a décidé que c'était ce projet qu'il voulait, et qu'en plus il voulait l'image à la fin, bon, enfin ça, je caricature à peine parce que c'est vraiment ce qui se passe. Voilà. Ce revers de la médaille du concours, il faut l'accepter. Et moi, je suis très attentif à ce que tu fais. J'ai cité Julien Vincent tout à l'heure. Je suis aussi conseiller à l'Ordinal. Et dans tous les ordres aujourd'hui, il y a tout un tas de conseillers qui font la promotion de l'accès à la petite commande, qui en vivent pas si mal, et sans doute beaucoup mieux que les agences qui font du concours à outrance et qui font de l'esclavagisme avec leurs salariés. Et c'est ce lien qu'on tisse. Il y a un exemple quand même fantastique, le Leroy Arlberg. Vous vous souvenez de cette petite aventure? Alors, ce n'était pas forcément des architectes vraiment tous diplômés au début, mais c'est des gens qui sont allés chercher le citoyen dans sa maison, sur son terrain, sur son territoire, et qui ont créé ce dialogue-là. C'est évident, c'est par là que les architectes redeviendront respectables. Voilà. Et que le concours, le danger, il est là, c'est qu'effectivement, c'est vite fait, vite plié, pas indemnisé, donc il faut quand même arriver à en vivre. Et donc, ben voilà, on torche des images. Et moi, je me souviens, enfin, j'étais vacataire à l'AMIC il y a très longtemps, et moi, je disais, il faut faire des concours sur plan et coupe. On ne donne pas d'image. Quand on sélectionne 5 architectes parmi aujourd'hui 120 dossiers, on suppose qu'on sélectionne des gens qui sont capables de faire des façades. Et que ce qu'on leur demande, c'est de faire des bons plans. Et la coupe, je dis pourquoi la coupe? Parce que la coupe, c'est elle qui fait l'architecture. C'est elle qui amène la lumière, c'est elle qui donne l'espace, etc. Voilà, plan coupe. Et avec des jurys de sachants qui savent lire des plans et des coupes. J'ai fait plein de jurys de concours. Et il fallait que j'aille expliquer quelle était la vraie qualité de ce projet qui était moins joliment dessiné peut-être quant à ses façades par rapport à l'autre projet, totalement putassier, avec des transparences fausses, parce que ça, c'est aussi la gabegie depuis Dominique Perrault, que je ne mets pas en cause parce qu'il a toujours été très honnête sur ses bibliothèques. Lui, le verre, c'était un matériau comme un autre, comme du bardage. Voilà. Il avait fait des maquettes transparentes pour bluffer peut-être Tonton, mais à l'époque, sauf qu'il était très clair sur l'usage du verre dans son architecture. Mais je ne vais pas citer d'autres architectes qui font des perces de concours totalement transparentes, puis quand on voit le bâtiment, putain, c'était ça le truc. Bon, voilà. Donc, attention à ce revers de la médaille du concours. Moi, je pense que le concours, c'est avant tout un dialogue, effectivement, et pas un anonymat. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une vaste question. Et que ce que fait Rennes, notamment pour sélectionner des équipes, parce que c'est ça, on les interroge, qu'est-ce qu'il a, comment il s'exprime, qu'est-ce qu'il a dans la tête. Les architectes sont très différents les uns des autres, sont des maîtres d'usage très différents, ont des valeurs sur le fonctionnement du logement peut-être différentes. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut les interroger, et pas sur des images, quoi. Il faut voir le prix des images par rapport à la rémunération. Ceci étant, les images aujourd'hui pour pot de balle, et attends, quand même, il y a quelques années, c'était démentiel. T'envoyais tes plans et tes coupes à l'autre bout du monde, tu revenais le matin frais et dispo, et tu avais des perces, tu cherchais à savoir si c'était une photo ou si c'était... Enfin, c'est dément, et tout ça pour 600 €. Hein. En Chine, enfin non, ça, l'image, on sait la faire pas cher. Moi, je voudrais donner la parole à un architecte présent dans la salle, Thierry Sauquet, parce que c'est le cas de Horizon Bois, cette grande tour, c'est 38 mètres de haut, je crois, est assez caractéristique. On se dit, tiens, c'est un promoteur privé, en tout cas qui a lancé le projet, il vous a sélectionné. Comment se passe ce bras, je ne sais pas si c'est un bras de fer d'ailleurs, comment s'est passé, c'était un concours, ils sont venus vous chercher? C'est très particulier. Allez-y, racontez. Juste 2 mots pour dire par rapport au concours, c'est que la loi Elan, c'est une loi qui fixe des minima. Rien n'empêchera une collectivité d'organiser des concours. Donc ça, il faut que chacun prenne conscience que c'est sa responsabilité, sa motivation, comme disait Edmond Hervé à côté de moi. L'autre point, le fait d'aller chercher des architectes très loin pour avoir des idées sous-entend que les architectes locaux n'ont pas d'idées. C'est très gênant quand même
Donc ça, c'est important de dire qu'il est temps qu'on organise des concours locaux aussi. Je n'ai rien, je ne suis pas du tout chauvin, ni rien du tout. Mais il faut aussi que d'un autre côté, on donne, par exemple, on parlait des jeunes, qu'on organise un concours que des jeunes locaux, parce que là, ce sont des porteurs de café ou d'eau, mais c'est tout ce que ça va être dans ces concours-là. Un international, un national et puis un local, bah, il va servir au mieux à porter le café, quoi. Donc voilà. Donc ça, il fallait le dire, parce que c'est important qu'on ait toujours... la loi fixe des minima, elle ne fixe jamais les sommets à atteindre. Hein. Donc nous, notre rôle, c'est d'atteindre les sommets. Ça n'a rien à voir avec le repli sur soi. Ça n'a rien à voir avec le repli sur soi. Non, alors, c'est pas du tout mon discours. Là aujourd'hui, on dit... Non, pas du tout. Alors là, vous n'avez pas du tout compris ce que j'ai dit. C'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est on prend un international qu'on associe à un national et qu'on associe à un local. Donc le local, il devient le porteur de café. On prend 5 équipes, on prend une équipe internationale, deux nationales et 2 locaux, par exemple. On mixe tout. Mais que systématiquement, le local doit être le porteur de café, là, excuse-moi, mais ce n'est pas la façon que je vois le métier. D'accord ? C'est tout. Là-dessus, j'ai rien contre l'organisation des concours. Je fais que du concours, donc c'est mon métier. Horizon Bois, c'est très très particulier, puisque c'est moi qui suis à l'initiative de ce projet. C'est pas un promoteur. Ça fait 4 ans qu'on se bat. Qu'on se bat parce qu'il va plus loin que... C'est pas un immeuble bois pour mettre du bois. C'est aussi un immeuble bois pour montrer qu'on peut construire avec des bois locaux. C'est-à-dire que je fais partie de la filière bois parce que j'ai les pieds à la fois dans la gadoue et à la fois en ville. Je suis originaire aussi du milieu rural. Et donc, là, je suis très attaché à ce que le territoire puisse vivre. Et on parle beaucoup de la construction bois. Et pour qu'elle vive, c'est pas en faisant simplement des bois d'importation, c'est aussi de faire venir des bois locaux. Donc ça, c'était la démarche sur la... Comment vous avez réussi à imposer ce projet-là ? Et ensuite, je l'ai créé tout seul, en étant au départ mon propre promoteur. Donc j'ai suscité la demande et j'ai essayé de la porter. Et là, on voit que le système économique est fait que de barrages et que pour un projet de cette importance-là, il est très difficile de convaincre des banques. Ensuite, il a été très difficile de trouver un promoteur, puisqu'à bout d'un moment, quand on voit qu'on échoppe sur l'aspect financier, on essaye de trouver un partenaire promoteur. Et là aussi, très compliqué de trouver un partenaire promoteur qui accepte de dire « je vais vendre au même prix que mes petits copains, mais ça va coûter plus cher de construire. Donc la marge va se réduire. » Donc c'est une volonté de le faire. Et au bout de la recherche de X promoteurs, j'ai réussi à trouver un partenariat sur lequel on est copromoteur. Ce qui reste très compliqué, donc c'est vrai que les images ont été diffusées. L'idée, c'est aussi de faire une autre proposition, à la fois sur le mode constructif, mais aussi sur l'habitat. C'est-à-dire que le logement doit être différent. Et tenir compte aussi de l'usage et de la qualité, et donc faire autre chose, de faire un empilage de maisons, de duplex, de triplex, etc. Vraiment remettre en cause l'ensemble du système constructif à l'intérieur du bâti et sur sa forme également. Donc voilà comment c'est né et comment on avance progressivement, parce que c'est toujours un combat. Je voudrais revenir sur 2 choses, sur la question du couple maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. On en a un peu parlé, on s'est éloigné. Et sur comment on peut capitaliser sur les expériences qu'on peut avoir. La maîtrise d'ouvrage, elle ne sort pas non plus de nulle part. Hein. Pour revenir au logement social, dans les organismes de logement sociaux, certains, ils ont construit des structures de maîtrise d'ouvrage, mais toujours sur le long temps. C'est-à-dire qu'on ne devient pas non plus maître d'ouvrage en 5 minutes. On apprend avec les architectes qui vont concourir, mais avec ses propres expériences. Donc, il faudra qu'on revienne sur la formation à la maîtrise d'ouvrage, pas uniquement urbaine, mais à la maîtrise d'ouvrage tout court, d'où ils viennent, ceux qui font la maîtrise d'ouvrage, et quelle est la qualité qu'ils peuvent apporter au concours, aux consultations, quelle qu'en soit la forme, et comment se fait le dialogue après avec les architectes. Moi, j'ai connu les concours qui n'étaient pas anonymes, et après, les concours anonymes. Il est vrai qu'on a beaucoup perdu dans le dialogue avec les concours anonymes. Bon, on a peut-être gagné en rigueur, mais on a perdu et on ne s'est pas capitalisé sur ce que chaque concours apporte dans la conception des logements, dans la conception des espaces. Les bailleurs sociaux ont souvent une mine d'or de connaissances parce qu'ils sont les seuls à expérimenter.
peu de promoteurs, quasiment jamais, ne risquent l'expérimentation parce que ça pourrait mettre en danger la commercialisation. Et aujourd'hui, la qualité des logements se dégrade. La qualité de ce qu'on sort ne se dégrade pas en prix, mais se dégrade vraiment beaucoup en qualité d'usage. Donc, on sait que la surface, c'est quand même le luxe dans un logement, c'est la surface. Aujourd'hui, les logements se réduisent, alors qu'on a besoin de logements qui soient de plus en plus souples dans leur usage, puisque les familles, on voit sur une vie, les familles évoluent beaucoup. Hein. On est 2, on est 4, on n'est plus que 3, on redevient 5, on finit tout seul. Donc tout cela dans des logements qui, eux, ne sont pas du tout élastiques. Donc ce que je veux dire, c'est que on devrait voir comment, le syndicat pourrait voir comment construire aussi sur le longtemps cette richesse de connaissances, parce qu'aujourd'hui, chacun galère, chacun expérimente, et une fois que l'expérimentation est finie, on n'en parle plus. Donc cette richesse, on ne l'a pas, on la perd. Et bon, l'architecte n'est pas non plus un très bon lobbyiste. Parce qu'aujourd'hui, c'est le lobbying. Hein. Les entrepreneurs, ils savent parfaitement faire le lobbying à tous les étages. Aujourd'hui, où sont les architectes en train de faire du lobbying? Ils vont être perdants, effectivement. La loi Elan, c'est un gros risque parce que la maîtrise d'ouvrage, elle est quelquefois courageuse, et quoi qu'on lui ouvre comme perspective de ne plus faire de concours, bon, certains vont continuer parce qu'ils ont compris à quel point ça leur apporte. Beaucoup vont s'arrêter parce qu'on va gagner du temps, parce qu'il y a la pression. Un bailleur social, c'est un tandem, c'est une collectivité ou des collectivités, ça va être une commune, ça va être souvent la métropole ou l'agglomération qui est le portefeuille quand même, puisque sans les agglomérations aujourd'hui, les bailleurs sociaux ne peuvent plus construire. Hein. L'État s'étant désengagé quand même très très fortement et de plus en plus. Donc s'il n'y a pas la collectivité, si ce tandem ne marche pas en confiance, le bailleur, il est parfaitement étranglé. Il ne peut plus construire et il peut se réfugier dans la facilité qui va être effectivement de rentrer dans les systèmes normatifs, de faire de la VFA, parce que la VFA aussi a été un appauvrissement, un très grand appauvrissement de la construction et de la production par les bailleurs. Au départ, les VFA elles avaient été mises en place pour accélérer, parce qu'on avait des très fortes baisses de la production. Ça devait être transitoire. Malheureusement, c'est devenu la norme. Donc on a perdu aussi, dans la maîtrise d'ouvrage publique, de la richesse de pensée, puisqu'on a sous-traité aux promoteurs. Moi, j'ai le souvenir des premières VFA. Les promoteurs étaient hallucinés des exigences des bailleurs. Ils disent, mais vous construisez mieux que nous. C'est bien plus qualitatif, vous avez des exigences. Mais pourquoi? On leur dit, mais nous, on gère. Nous, on le gère pendant 30, 40, 50 ans. Donc, nous, on sait ce que ça va être quand les personnes vont être dedans. Donc, il n'est pas question de capituler sur la qualité. Mais aujourd'hui, ça se délite, ça. Cette exigence se délite parce que parce qu'on est dans la production de masse. Il faut absolument lutter contre ça. Mais la profession d'architecte doit absolument aussi se structurer au-delà du syndicat, au-delà de l'ordre. C'est animer je ne sais pas sous quelle forme, mais faire en sorte de capitaliser sur les expériences de chacun en tant que maître d'ouvrage, en tant que maître d'œuvre. Et donc, bien entendu, si on fallait revenir sur la formation, la maîtrise d'ouvrage dans la formation d'architecte, beaucoup d'architectes deviennent maîtres d'ouvrage, mais ils deviennent à partir d'expériences les unes derrière les autres. Il n'y a pas de formation en tant que telle. Dans les écoles d'architecture, il n'y en a pas non plus, puisque la formation est autour de l'acte du projet. Donc, la formation maître d'ouvrage, elle est un tout petit peu, on peut intervenir un peu en HMO, et puis autrement, ça va être l'expérience, ça va être la vie, ça va être des opportunités de la vie qui vont faire qu'on va devenir maître d'ouvrage. Ça a été mon cas. Voilà. Moi, je suis devenue maître d'ouvrage au fur et à mesure que j'ai avancé dans la profession. Et puis, j'ai travaillé pendant 20 ans avec un élu, particulièrement, je dirais, il n'y en a pas beaucoup, il y a Edmond Hervé, mais moi, c'était Joël Batteux. J'ai travaillé 20 ans avec Joël Batteux, et Joël Batteux m'a fait confiance à Saint-Nazaire, d'abord pour mettre en place une politique de l'habitat, ensuite pour diriger un organisme HLM déliquescent. C'est les années 90, les organismes HLM, ils n'étaient pas vaillants. Et ensuite, pour diriger l'agglomération, pour pouvoir aussi, à travers une politique d'agglomération, soutenir les organismes de logements sociaux et mettre en place des conventions d'objectifs et de moyens. Parce que ça, c'est important de contractualiser sur du long terme, parce que la production de l'habitat, c'est du très long terme qui dépasse les mandats des élus. Parce que si
si un élu est bloqué sur son mandat, il ne construira jamais de politique de l'habitat sur sa ville parce qu'il faut 20, 25, 30 ans pour le faire. Voilà ce que je voulais dire. Pour compléter ce que vient de dire donc Anne-Marie. Déclinez votre identité, oui, monsieur. Joël Gauthier, architecte. on me connaît. Mais non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vient de dire Anne-Marie. Et je vais reprendre un problème qui est un problème de fond pour moi. C'est loi Elan, logement, le logement en question. Le logement, c'est quantitatif, l'habitat, c'est qualitatif. Et me revient en mémoire une phrase que j'ai sortie d'un petit livre très, très agréable, écrit par Alice Léniter, qui est une petite fille de Harki, qui a donc écrit un livre sur sa famille. Et dans ce livre, j'ai découvert une phrase formidable où elle parlait de ses parents et grands-parents. Ils occupaient un logement, mais n'habitaient pas leur appartement. J'ai fini. Si je peux me permettre de mettre du positif dans ce que fait par exemple Néotoa aujourd'hui sur Rennes, un bailleur social où on travaille sur un lotissement, un éco-hameau avec des logements en VFA de Néotoa, et on est sur des logements bioclimatiques enterrés avec des modèles qui sortent complètement de ce qu'on voit en sortie de village avec des agglos, des enduits et des fenêtres en PVC. Là, on est vraiment sur un logement très pointu au niveau thermique. Et au niveau de l'habitat également, on propose des mutualisations de lingerie, de celliers entre des habitants pour Néotoa. Et ils ont aussi, chez Bernard Mengui, aussi des recherches sur la terre et le bois. Donc le VFA, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de voir des projets qui étaient très innovants. Moi, je voulais poser une question toute simple, mais vraiment très naïve. C'est indépendamment de la promotion de la qualité architecturale à travers un projet qui serait débattu lors d'un concours, etc. Où se situe aujourd'hui le conseil en architecture? C'est-à-dire dans quels organes publics, chez les promoteurs, est-ce qu'il y a des architectes conseils? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils ont du poids? Enfin, voilà. C'est une question très naïve. Je sais que ça existe, mais en quelle proportion? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ça? Est-ce que ce n'est pas aussi un vecteur de promotion de la qualité architecturale indépendamment des projets que vous pouvez défendre? Alors effectivement, moi je vais parler un petit peu de mon expérience. J'ai été architecte conseil à la SIC depuis 1991. Et ensuite, la SIC a disparu pratiquement. Et ensuite, ça a été à la SNI. Et finalement, c'est un petit peu, je dirais, la synthèse de tout ce qui s'est dit. Tout ne dépend que des envies. Donc, il y avait certains maîtres d'ouvrage chez les bailleurs sociaux qui avaient envie de me voir. Donc, ils m'appelaient. Finalement, je ne coûtais pas très cher en tant qu'architecte conseil. J'étais un médiateur entre la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage qui n'avait pas réussi à dialoguer pendant le temps du début du projet, je dirais, pendant l'esquisse jusqu'au dépôt du permis de construire. Bon, et puis maintenant, je n'ai plus aucune mission. Donc, c'est terminé. Officiellement, j'y suis toujours, mais aujourd'hui, finalement, on ne me fait plus jamais intervenir. Je voulais parler aussi de la réhabilitation, parce que tu en as parlé, Claire. Alors là, on parle du positionnement de l'architecte, et moi, alors c'est peut-être aussi parce que j'ai pas mal d'années d'expérience derrière moi. L'architecte, effectivement, il y a des partenaires. Je rejoins beaucoup Olivier, c'est-à-dire que je ne travaille pas toute seule et j'ai besoin vraiment de plein de compétences autour de moi. Ce sont des compétences dans le milieu de la maîtrise d'œuvre, mais pas toujours. C'est-à-dire que, je reparle de la réhabilitation, on a une maîtrise d'œuvre sociale qui a une vraie valeur. Et quand je sors d'une réunion publique, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, je me suis dit, c'est pas vraiment ce que j'ai appris à l'école. J'ai plus un rôle un peu psy, un peu assistante sociale, mais j'ai vraiment l'impression de faire mon métier. Donc, je ne suis pas tout à fait pour le positionnement de l'architecte avec un grand A, et ça, je suis tout à fait en conflit avec Patrick Colombier là-dessus. Mais je pense que c'est aussi une des manières, je dirais, de continuer à exister. Et c'est vrai que les opérations de réhabilitation, on arrive, on nous regarde avec des yeux ronds, on se dit, oh là là,
que viennent-ils faire? On nous promet depuis 20 ans une intervention dans les logements et finalement il ne se passe rien. Donc la période de chantier est toujours un petit peu compliquée, il faut passer beaucoup de temps. Moi, en partant, je suis contente de ce que j'ai réalisé parce que je n'ai pas eu 1 mètre d'ouvrage, mais j'ai eu 150 ou 400 mètres d'ouvrage. Bon, mais par contre, eux, ils sont très contents quand je m'en vais. Oui, peut-être pour compléter un petit peu la réponse que fait Daniel et pour poursuivre là-dessus. Donc moi, je suis architecte libérale aussi et j'ai travaillé pendant un certain temps dans un CAUE. Donc, parce qu'effectivement, on se rend compte que quand on est architecte, alors là, je reviens sur une notion, c'est non seulement un réservoir de créativité, mais c'est peut-être pas sur cet aspect-là que j'essaierai de promouvoir la profession, si tant est qu'elle en ait besoin, mais sur le fait plutôt qu'on ait potentiellement un vrai contre-pouvoir et de vrais défenseurs de l'intérêt général. Mais encore faut-il effectivement avoir les convictions pour avoir envie de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est architecte qu'on va être forcément le défenseur de l'intérêt général. Et pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, il y a un mot-clé qui est le lobbying, que moi je considérerais volontiers comme un gros mot dans la limite où c'est pas que je voudrais en faire abstraction complètement, non, il faut composer avec. Mais dans ce système-là qui en dit long sur le pouvoir des uns et des autres en rapport de sa capacité financière, les architectes, effectivement, n'ont pas de place. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir économique et que, pire, ils sont vraiment le grain de sable dans le rouage des grosses entreprises qui contribuent à mettre au pouvoir les gens qui peuvent y être. Donc, c'est là que le rôle de l'architecte rejoint l'intérêt général et je pense que c'est là-dessus qu'on a vraiment un rôle important à jouer parce qu'on est quand même sachant, on a des compétences, on a de la créativité, on a beaucoup d'énergie et je pense que cette énergie, on peut aussi beaucoup l'employer. Ça rejoint la question que tu posais sur le conseil. Moi, j'ai vraiment l'impression au quotidien, j'ai renoncé à avoir une grande agence et à faire de la quantité, mais par contre, j'ai absolument pas baissé les bras sur, au quotidien, essayer de faire comprendre à mon client particulier ou au public dans la rue, aux amis, etc. Enfin, c'est là qu'on a l'impression de vivre un sacerdoce, de porter une sorte de parole sur, voilà, habiter c'est important pour tout le monde. C'est quelque chose qui fait du sens, vraiment du sens commun. Et je pense que là-dessus, l'architecte a une capacité, mais pas forcément, il n'y a rien d'automatique là-dedans, mais peut-être potentiellement le porteur d'un message qui est très humain, quoi, finalement, et qui peut concerner tout le monde, quoi, et qui va... Ça n'a aucun corporatisme, il n'y a aucun corporatisme derrière, je ne sais pas le propos. Oui. Pour compléter juste le panel des conseils, répondre à ta question, en tant qu'architecte conseil de l'État, donc l'État a des architectes conseils, il les a toujours, et pour exercer ce genre de mission depuis une trentaine d'années, je peux dire que l'évolution d'une part de leur rôle et de leur liberté de parole et de la façon dont ils sont considérés par l'État évolue avec le positionnement de l'État sur les territoires et auprès des collectivités territoriales, c'est-à-dire avec une perte quand même d'autorité, puisque l'État se dit vouloir être partenaire et même facilitateur. Et donc, l'architecte conseil intervient de plus en plus sous l'autorité presque directe du préfet pour une mise en œuvre de politiques quantitative du chiffre plus que qualitative. Donc, ce n'est plus les belles heures de l'architecte conseil. Voilà. Edmond Hervé, vous sentez très oui. bien, allez-y. Je crois que c'est vous qui avez prononcé le mot de pluridisciplinarité. C'est essentiel. Oui, mais la pluridisciplinarité est effectivement fondamentale, mais il faut qu'il y ait une autorité. Je ne l'identifie pas. Je vous pose une question, à vous architectes. Est-ce que quelqu'un parmi vous, par exemple, est intervenu
auprès de sociétés d'assurance pour négocier le coût de l'assurance ou le coût des assurances que vous contractez? Je ne réponds pas à cette question. Pourquoi je la pose? Parce que quand vous prenez le coût du logement, vous avez une quantité d'interventions qui sont là. Et vous ne pouvez pas traiter le coût du logement point par point sans vous préoccuper des conséquences que cela peut avoir. Ça, c'est fondamental. C'est toute la question de la pluridisciplinarité et de l'autorité. L'autorité, alors, elle peut être collective, elle peut être individuelle. Je pense que c'est aussi le rôle d'un maire, par exemple, que d'intervenir auprès de cette société d'assurance pour le mettre, pour la mettre devant une situation. C'est aussi le rôle d'un maire que d'intervenir auprès d'un grand constructeur national pour lui dire, là, vous avez répondu à un appel d'offres, mais l'appel d'offres et la réponse que vous avez faite n'étaient pas pour construire ou pour réhabiliter, c'était pour faire disparaître telle ou telle société. Je vous parle en parfaite connaissance de cause. Bon. D'autre part, lorsque l'on parle de l'usage, tout le monde a un conseil à apporter en usage. Ce n'est pas moi qui va dire quel est le meilleur revêtement du sol pour faciliter le nettoyage. Conception culturelle de l'architecte. L'architecte est peut-être au-dessus, le maire est peut-être au-dessus, l'ingénieur est peut-être au-dessus de cette modeste condition de la personne qui va nettoyer, passer la serpillière ou je ne sais quoi. Et je me souviens, Jean-Yves, quand on travaillait ensemble, moi je n'intervenais pas de manière très détaillée. Et quand vous avez parlé des immeubles en hauteur, la seule question que je pose et que je posais à Jean-Yves, la seule, moi je suis un petit gamin de 10 ans. J'habite au 10e étage. Où est-ce que je peux jouer au foot? Mais où est-ce que je peux jouer en foot avec des buts qui sont faits avec ma veste et éventuellement ma casquette? Donc, quel est l'espace vert que je peux utiliser? Cette question d'usage, elle est fondamentale. Je retrouve la culture. Vous savez ce que, l'image, vous savez ce que les ouvriers de Citroën, dans les années 50-60, venant du milieu paysan d'ici, hein, faisaient au bout d'un an? Eh bien, ils achetaient une salle à manger et ils n'y mettaient jamais les pieds. C'est pour ça que je me suis toujours intéressé à la cuisine, parce que les gens du milieu modeste mangeaient ou mangent dans leur cuisine. Et sur l'évolution résidentielle, elle est là. Il faut que vous ayez des structures qui soient adaptables. Ben, vous travaillez à Maurepas. Vous êtes lancé, et on a lancé des politiques de réhabilitation. Pourquoi cette politique de réhabilitation est-elle possible? Parce que la construction des murs lourds, des fondations de Maurepas, avec l'architecte M. Carré, que vous pouvez rencontrer, permet cette réhabilitation. L'écoute. Il y a quelque temps, à Maurepas, vous avez un poète qui a été en résidence. Il a vécu 1 mois à Maurepas. Il a publié une série de poèmes et des textes. Je sais que ça n'a pas plu. Mais lui, il a entendu jour et nuit des choses concernant l'usage. Et si je cite ce poète, c'est parce que, la personne qui passe la serpillière, c'est parce que chacun, il faut que nous soyons modestes aussi et ambitieux. Chacun a quelque chose à apporter. Alors cette histoire des immeubles en hauteur, vous ne pouvez pas la régler comme ça si on ne voit pas l'environnement, la manière dont l'environnement est organisé. C'est pour ça que quand on parle de mixité avec un grand thème, il faut que quotidiennement, vous décliniez cela. La mixité sociale, ok, mais je mets 30% de logements sociaux dans une partie de la ville, mixité sociale, mixité géographique et mixité fonctionnelle. L'urbanisme parisien d'hier, très centralisé, que je comprends, il y avait l'urgence, etc. L'urbanisme des grues, l'urbanisme du zonage. Tu as cité Edgar Pisani, grand monsieur. Quelle a été l'une des premières réalisations qu'il a faites dans sa commune? Un collège, un équipement public intégré. On est tous allés voir ce que Edgar Pisani faisait. Bon, mais il
portait ou transformait la spécialisation fonctionnelle des uns et des autres. Et c'est pour ça que la démarche pluridisciplinaire est importante. Simplement, ça demande du temps. Et il faut se méfier de la consultation. Exemple de consultation, et il faut consulter les enfants, il y a 15 ans, ou les adolescents, sur, comment on appelait ça, les rampes, là. Bon, avec les skateparks. Bon, alors vous consultiez les enfants. Bon, consultiez, par exemple, au mois de septembre. Bon, il faut passer le marché, il faut aller trouver l'entreprise qui fait ça. Le problème, c'est que quand vous livrez le skatepark, les jeunes avec qui vous avez discuté, ils ne sont plus là. Et ça, bon, ben c'est comme ça. L'évolution, l'évolutivité. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à 14h pour ce grand concours d'idées qu'on a, enfin que Patrick et le syndicat ont lancé. Vous allez voir que les réponses apportées à cette question qui était très vaste, le logement en question, il y a plein de réponses chouettes qui ont été apportées. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le mot de la fin. Non, c'est pas le mot de la fin, parce que... Mais bon, c'est vrai, on a évoqué Edgar Pisani. Sa loi, c'était la loi d'orientation foncière. Hein, parce que, vous savez, on en revient toujours à cette question du foncier et de la planification, hein, qui n'a pas été traitée, d'ailleurs, en dehors de la volonté des élus, parfois. Mais ça, c'est en France un problème qui demeure. Edgar Pisani, dans sa loi, il y avait l'impôt foncier. L'impôt foncier, c'est quoi? Vous déclarez la valeur de votre terrain et vous êtes imposé sur la valeur de votre terrain. Si vous le déclarez très cher, vous payez un impôt très cher. Si vous le déclarez peu cher, vous payez un impôt peu cher. Et quand vous vendez, on vous oppose à la déclaration que vous avez faite. C'est simple, hein, mais évidemment, Edgar Pisani est parti à cause des ordonnances, parce qu'il était en désaccord politique avec le gouvernement à ce moment-là. Et la loi d'orientation foncière qui a créé la planification urbaine, hein, n'a pas pris en compte l'impôt foncier d'Edgar Pisani. C'était son successeur Ortoli qui l'a fait voter. Donc ça, c'est un manque chez nous énorme, énorme. Deuxièmement, la planification, elle est exercée. Alors, je pense que la décentralisation, Edmond l'a dit, il faut s'en réjouir. Elle a marché dans les grandes agglomérations. Il y a un potentiel là de travail avec les architectes, mais c'est vrai, les concours doivent être faits sur des équipes et sur des grands projets, hein, avec une liberté ensuite d'action à l'intérieur des grands projets. Moi, j'accompagne Roland Ries là, sur le projet des Deux Rives. Hein, c'est typiquement le bon exemple de concours. Hein. Il y a beaucoup de paysagistes hein, maintenant dans les équipes d'architectes. Hein. Et donc, c'est la seule façon de faire. Parce que, imaginez qu'on ait fait le concours de la Grande Arche avec Bouygues. Bon, il a fini par la construire. Mais, oui, mais avant lui, il y a eu un architecte. Et Mitterrand, il soutenait l'architecte. Et Bouygues a construit une œuvre. Heureusement qu'on l'a eu, parce que la technique des grandes entreprises est immense en France. Il faut leur rendre hommage. Je me rappelle chez Métoff, qui construisait le ministère des Finances. Il était en confrontation avec des grandes entreprises. Il me disait d'ailleurs, ils sont plus forts que moi. À un moment donné, pour faire de l'assemblage de tableaux et tout, c'est tellement complexe. Hein, c'est comme un bateau. Enfin, à un moment donné, l'architecte se disait, est-ce que je vais tenir le coup face à l'entreprise? Hein, Paye, il tenait le coup. Parce que Paye était plus fort que les entreprises. Paye, c'était une ingénierie extrêmement complexe. Il y avait des grands architectes, mais il y avait des ingénieurs. Ils dessinaient la tête des boulons. Ils faisaient tout. Ils avaient intégré. Ça, c'est une leçon quand même. Si l'architecture va loin, elle tiendra devant l'entreprise. Si elle ne va pas loin, elle ne peut pas tenir devant l'entreprise. Et donc, il faut aller loin. Alors, je m'arrête parce que c'est formidable de vous entendre parce que c'est plein de choses. Toutes les choses que vous dites sont vraies, y compris ce que vous dites tout à l'heure, hein, ce travail qui revient vers la personne, une certaine modestie, un travail formidable, et puis les grandes œuvres. Alors, simplement, je veux terminer en disant, moi, alors je travaille maintenant sur les villes en désespérance. Hein, parce que là, il n'y a pas de pression d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage, hein, il n'y a personne. Hein, et il peut y avoir des architectes. Donc, dans une de mes propositions, sur ces 1000 villes, on va dire, c'est de l'ordre de 1000, hein, ça va de 2 ou 3 000 habitants à 10, 15, 20 000.
Je peux parler de l'ODEF, de Pont-Saint-Esprit, de la Châtre, le Sedan, j'en connais beaucoup. Elles sont seules. Il n'y a plus personne. Et c'est là qu'une de mes propositions a été de dire il faut recréer un atelier de maîtrise d'œuvre urbaine. Un atelier de maîtrise d'œuvre urbaine, et on pourrait dire architectural, mais je mets le mot urbain avant. Et se confronter à l'évolution du centre, qui est figé sur un plan de sauvegarde souvent, hein, ou une zone de protection, où on ne peut plus rien faire. Donc un débat avec les architectes des bâtiments de France, qu'on peut ouvrir et on peut les associer. Il faut revenir sur un projet urbain dans le centre, abandonné à l'ODEF. Vous connaissez l'ODEF? Il faut y aller à l'ODEF, c'est l'illustration parfaite. C'est des immeubles de 7-8 étages, c'est très serré, c'est très humide, il n'y a plus de commerce du tout. Il y a des femmes voilées dans quelques étages qui demeurent, c'est squatté. À Grasse, il y a 60 immeubles fermés avec des parpaings dans le cœur de Grasse. Merci. Donc moi, je suis dans cette France-là, et là, on a besoin... Merci Yves Dauge. Et je vais vous dire un truc, je vais même spoiler un petit peu le programme de l'après-midi, mais il semblerait que les jeunes architectes s'intéressent au centre-ville, voilà, en désespérance, comme vous en parliez. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous à 14h. Vous allez pouvoir vous restaurer et Patrick Colombier nous présentera le grand concours d'idées pour le logement de demain. À tout à l'heure.